Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 25 juin et à la une de votre journal, le sénateur Tani met les points sur les i concernant la loi de programmation du député Mansour Kamardine. Si le texte n'a pas passé l'étape de l'Assemblée nationale, le vice-président du Sénat a souhaité revenir sur le vote des députés. Selon lui, cette loi n'avait aucune chance d'être entérinée par le Parlement en raison d'une taxe de financement disparue depuis 2018. Le sénateur reproche notamment aux députés de ne pas avoir frappé aux bonnes portes. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. Le 12 juin dernier, la loi de programmation du député Mansour Kamardine a été rejetée par la commission des lois à l'Assemblée nationale. Depuis, le parlementaire accuse notamment la majorité de ne pas avoir soutenu un texte permettant le développement de Mayotte. Un avis que ne partage pas le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Ce n'est pas que les députés n'étaient pas d'accord avec ce qu'il y avait dedans comme déclaration d'intention. Techniquement, hier, j'ai relu les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Et l'intervenant du groupe Modem dit ceci. Il dit les 99 millions de financement que Mansour Kamardine a prévu chaque année pour alimenter les projets qu'il envisage dans sa proposition de loi, eh bien, repose sur une taxe qui n'existe plus, qui a été annulée par le projet de loi de finances de 2018. La taxe sur les transactions infrajournalières. Le vice-président du Sénat reproche également aux députés de ne pas avoir été dans une démarche de travail en commun avec les élus de la majorité. Il prend pour exemple la modification du droit du sol qu'il a obtenue grâce au soutien de l'opposition. Vous vous souvenez, je les ai présentés une première fois. Oui. La majorité au Sénat, on sait qu'elle n'était pas de gauche, a rejeté ces amendements dans un premier temps. Je suis allé chercher Gérard Larcher, le président du Sénat. Je lui ai demandé de soumettre ma proposition de loi au Conseil d'État. Gérard Larcher, nous ne sommes pas du même bord politique. Mais je sais. Et il a accepté de saisir le Conseil d'État. Et c'est comme ça que cet amendement a fini par passer. Et lorsque les dispositions allaient à l'Assemblée nationale, c'est là où le président Macron, je suis allé lui demander de parler aux députés. Alors que vous vous souvenez, le ministre du gouvernement que je soutiens, Gérard Collomb, était contre au Sénat. C'est ça le travail parlementaire. Ce n'est pas de venir raconter de belles paroles ici et lorsqu'on gratte, on regarde. En fait, même techniquement, même constitutionnellement, ce n'est pas possible. S'il défend le gouvernement et les élus de la majorité, le sénateur a cependant tenu à contredire la ministre des Outre-mer. Annick Girardin a en effet affirmé que pour les Jeux des îles de l'océan Indien, Mayotte et la Réunion pouvaient se réunir pour former une seule délégation française, dans la mesure où il s'agit d'une compétition internationale. Moi, je ne suis pas d'accord avec ses propos. Vous n'êtes pas d'accord avec Annick Girardin là-dessus? Je ne suis pas d'accord avec ses propos. Oui. Et là aussi, à chaque fois que je n'ai pas été d'accord avec les gens que je soutiens, je le dis. Oui. Pourquoi aux Caraïbes, nous avons plusieurs îles des Antilles qui défilent chacune avec ses couleurs. Donc il ne faut pas nous la faire à l'envers. Il ne faut pas nous faire cette histoire à l'envers. Qu'il y ait des difficultés diplomatiques, mais personne n'en disconvienne. Ce n'est pas la France qui bloque, contrairement à ce que certains peuvent dire. Je viens de vous démontrer le contraire lorsque ça s'est passé à La Réunion. Ce sont les pays, et notamment le pays hôte, Maurice. Il y a une charte qui a été signée, c'est cette charte qu'il faut arriver à changer. Tant que cette charte tout ça financé par la France, n'aura pas... pas... Oui, ben oui. Oui, mais ces Jeux ne se déroulent pas en France. Pour l'heure, les athlètes mahorais devront se contenter du drapeau et de l'hymne des Jeux en cas de victoire. Reste maintenant à espérer que la diplomatie réussisse à modifier cette charte des Jeux afin que dans 4 ans, cet affront fasse partie du passé. L'analyse de la situation financière des communes sur la base des comptes 2014-2017 a été dévoilée ce matin aux acteurs publics du territoire. Un bilan positif en dépit des nombreuses mutations qui les ont affectées, indexation salariale, mutation fiscale, intercommunale, etc. Ce travail rétrospectif réalisé par l'AFD a suscité échanges et débats parmi les membres de l'audience, notamment en raison des inquiétudes des communes à l'horizon 2020. Un reportage signé Marion Tellier.
La situation des communes de l'île aux Lagons était ce matin présentée auprès des membres de collectivités. Un bilan d'étape initié par l'Agence française de développement dans le but d'aider les communes à identifier les facteurs d'amélioration, mais aussi les points sur lesquels des efforts restent à poursuivre. Un exposé relativement positif, notamment grâce au dispositif proposé par l'AFD, l'emblématique produit de préfinancement des subventions européennes. Ce sont aujourd'hui près de 100 préfinancements de subventions européennes et d'État qui ont été mis en place et qui ont permis de soulager cette trésorerie des collectivités et permettre la réalisation d'environ donc une centaine de projets. Certains de ces projets n'auraient pu voir le jour faute de trésorerie suffisante. Ces dernières années, la situation des communes mahoraises s'est également améliorée par la mise en place de la fiscalité locale, venue accroître leurs recettes. 14 d'entre elles disposent désormais d'une épargne positive. Toutefois, la vigilance reste de mise. Si cette fiscalité devait être uniquement mobilisée pour faire des frais de fonctionnement et payer du salaire, ça veut dire que l'intercommunalité n'aurait pas fonctionné. D'autres perturbations de l'équilibre trésorier des communes pourraient intervenir et impacter l'évolution de ces dernières années. C'est le cas du projet de suppression de la taxe d'habitation. La compensation de la taxe d'habitation par rapport à la métropole, cette compensation se fera sur quelle base ? Si je prends certaines communes où nous avons des contribuables très faibles, avec un niveau de population qui ne cesse d'augmenter, par exemple Mamoudzou, 77 000 habitants, 15 000 contribuables. Est-ce qu'on va compenser sur 15 000 ou bien on va compenser sur 77 000? Donc vous voyez, le fossé est énorme et nous avons beaucoup de travail à faire pour justement sécuriser les bases fiscales, sécuriser bien sûr l'adressage, sécuriser le cadastre. Tout ce travail-là doit être fait. La suppression de l'octroi de mer, elle aussi en discussion pour l'horizon 2020, engendre des inquiétudes supplémentaires pour les communes. Ces dernières redoutent les conséquences d'une telle décision. La taxe en question, propre au département d'outre-mer, génère en effet d'importantes recettes à l'endroit des municipalités. Sa suppression nécessiterait impérativement de trouver une compensation financière. Un mot de sport dans votre 19h. Comme évoqué précédemment, les Jeux des îles de l'océan Indien approchent à grands pas. À l'aube de la compétition, les sportifs mahorais peaufinent leur préparation afin d'être prêts le jour J. Pour le judo, l'objectif est clairement affiché, remporter entre 1 et 3 médailles à Maurice. Il y a 4 ans, une médaille d'argent avait été glanée à La Réunion, mais cette année, la préparation s'est faite sous de meilleurs auspices. Écoutons le sélectionnaire de l'équipe lors de la matinale de Kwesi. Comment on se prépare? Déjà, il faut être au poids. Ouais. Donc on sait que Ça veut dire quoi être au poids? Alors être au poids, donc le judo se pratique par catégorie de poids, donc de moins de 60 à moins de 100, plus de 100. Donc le plus de 100, bien sûr, lui, il a moins de soucis à se faire pour son poids. Ouais. Mais tous les autres, eh bien, c'est parfois des régimes. Donc ça, voilà, comme on dit, le premier combat, c'est la balance. Ouais. Ensuite, bien sûr, il faut se préparer physiquement. Voilà, il faut être en forme. Et ça se prépare pas une semaine à l'avance. Ouais. C'est sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est une hygiène de vie. C'est pour savoir où on en est. Donc forcément, c'est des compétitions préparatoires. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pour nos judokas mahorais? C'est ce qui On se s'est prépare depuis passé combien de temps pour partie toute l'année. Toute Ah oui. l'année scolaire 2018-2019. Ouais. Cette année, nous avons eu la chance d'être relativement bien dotés pour voilà en termes de budget préparatoire. Ouais. Donc on a pu participer à un certain nombre de rencontres. Les athlètes ont pu tous dans leur coin participer à un certain nombre de tournois et se jauger un petit peu tout au long de l'année. Place maintenant aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Lahadji Abdou, le directeur général du groupe Tifaki Asie. À ses côtés, Noé Passo, le responsable développement au sein de la même structure. Messieurs, bonsoir. 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 Je me tourne d'abord vers le directeur général, Lahadji Abdou. 20 ans que Tifaki Asie existe. Comment vous expliquez le succès sur la durée? Parce que vous avez réussi à durer, il y a eu des transformations. Aujourd'hui, il y a 2 associations, 2 entreprises, mais ça dure et ça se consolide même. Oui, je pense que le secret de Tifaki Asie, c'est d'avoir une vision sur l'économie, sur l'économie sociale et solidaire notamment. Exactement, quoi, en fait. Donc du coup, Tifaki Asie, c'est en 20 ans. Donc moi, j'ai passé 10 ans de ma vie professionnelle. J'ai passé 10 ans, la moitié de la vie de Tifaki Asie, je l'ai passé en tant que directeur.
Et je me souviens quand je suis arrivé il y a 10 ans, en 2009, donc j'avais une vision, c'est d'avoir un groupe associatif qui puisse rassembler plusieurs activités et permettre aux Mahorais qui sont exclus du monde du travail pour pouvoir s'insérer durablement dans le marché du travail. Alors justement, c'est aussi ça la force, c'est que vous êtes vraiment sur un marché où il y a une vraie demande, il y a une vraie problématique, on le sait par rapport à la formation, par rapport à l'emploi, beaucoup de chômage à Mayotte. C'est aussi ça, vos missions, elles permettent de mettre des personnes dans le marché du travail, des personnes qui parfois en étaient éloignées, voire très éloignées. Nous, on a deux missions principales. Donc on a une mission sociale, donc c'est de prendre des demandeurs d'emploi qui sont ou qui ont peu de chances d'accéder à un emploi, on va dire classique, leur permettre d'avoir cette chance de pouvoir se tester un métier ou tester un employeur pour pouvoir définitivement sortir du cadre d'insertion. Mais aussi, on a aussi une mission économique. Tifaki c'est un acteur économique à part entière. On est avec un chiffre d'affaires très important. Avec un chiffre d'affaires qui dépasse le 1 million d'euros. Donc, on a 3 entreprises qui interviennent. En tout, tous les ans, on emploie 200 personnes en insertion et on a une dizaine de permanents qui encadrent toutes ces personnes-là. Je me tourne maintenant vers le responsable développement, Noé Passo. Vous êtes en train de développer aussi des accords de partenariat. On pense notamment à ce qui s'est fait récemment avec EWA. Ça aussi, c'est important de travailler avec les acteurs du territoire, les acteurs économiques. Ça peut être aussi les collectivités. On parlait juste avant des collectivités. Oui, tout à fait, parce que depuis donc mon arrivée à Tifaki, je vois que c'est une structure qui est vraiment à la pointe de développement. Donc le souci principal de ces structures, notamment sous l'égide de directeurs, c'est toujours la recherche de l'innovation. Donc raison pour laquelle, comme vous avez montré lors de votre dernier reportage, que nous avons éventuellement signé un nouveau partenariat avec le EWA-R. Avec justement aussi des manières, des pratiques. On pense au nettoyage avec des produits qui sont effectivement des produits d'innovation. Vous n'utilisez pas d'eau. Ça aussi, ça fait partie effectivement du développement de Tifaki Asie, de rechercher comme ça l'innovation, la pointe de la technologie pour avancer. Oui, tout à fait, parce que vous savez bien que l'île a connu une pénurie d'eau, d'accord, il y a quelques années de cela. Donc, vous voyez, on est toujours dans cette recherche de développement pour améliorer la vie sociétale, on va dire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si Tifaki Asie, le groupe Tifaki Asie, a mis en place, par le biais de Tifaki Service, l'AVO, ces structures justement qui nettoient sans eau, c'est vraiment dans le cadre de ce développement. Et justement, raison pour laquelle, lorsque nous avons éventuellement proposé ce marché sur notre partenariat, c'est-à-dire EWA-R, qui était séduit parce que c'est quand même un concept, on va dire, un concept novateur et qui est vraiment important pour l'avenir. Parce que vous savez que le cheval de bataille, notamment du gouvernement, c'est tout ce qui touche l'écologie, tout ce qui touche zéro déchet, zéro carbone. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette démarche, d'accord, qui rentre dans l'ère de nouvelles temps, on va dire. Alors récemment, je me tourne à nouveau vers le directeur, récemment vous étiez à Paris justement pour essayer encore de développer, éventuellement signer de nouveaux partenariats. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur comment ça évolue et éventuellement les prochains contrats ou les prochains accords qui pourraient être passés? Oui, moi c'était à La Réunion en fait. L'idée c'était d'aller voir un peu d'autres partenaires là-bas, puisque vous savez que le EWA, donc c'est le groupe Aerostral, donc on essaie un peu de finaliser l'opération, parce qu'il faut savoir que Tifaki Service est au niveau national, c'est l'un des rares acteurs de l'insertion à intervenir dans ce type de marché. C'est un marché qui est souvent occupé par des grosses entreprises. Donc là, c'est pas encore finalisé, mais on espère bientôt aboutir à un contrat durable. Par rapport à votre offre aussi de services, accompagner les demandeurs d'emploi, qu'est-ce que ça signifie? Ils viennent vers vous, vous travaillez avec Pôle emploi par exemple, comment ça se passe ce travail? Justement, c'est vraiment des démarches personnelles où vous travaillez avec les acteurs publics? On travaille en partenariat parce que nous pensons que pour réussir notre mission, donc, on a intérêt à travailler en réseau. Donc on travaille avec Pôle emploi, la mission locale et d'autres acteurs de l'insertion. Il y a le chantier d'insertion et d'autres entreprises d'insertion. Donc salariés, les
demandeurs d'emploi viennent chez nous. Quand ils viennent chez nous, on les réoriente en fait pour avoir un peu un parcours cohérent, puisqu'on sait que pour leur donner le maximum de chances, il faut qu'ils puissent aussi avoir d'autres accompagnateurs. D'accord. Je me tourne à nouveau vers le responsable du développement. J'aimerais parler avec vous de la démarche qualité ISO. Ça, c'est quelque chose d'important. ISO 9001, oui. Cette formation. Ça aussi, Tifaki Azi, aujourd'hui, possède cette démarche ISO 9001. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, de très important, à la fois pour les personnes qui vous sollicitent, mais aussi pour vous et pour le développement. Tout à fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est que Tifaki Azi est toujours dans cette démarche de qualité. Et aujourd'hui, pour pérenniser notre activité, nous sommes obligés d'aller vers cette démarche, c'est-à-dire la recherche de ISO 9001. Et d'ailleurs, c'est avec mon directeur, d'accord, c'est aussi son cheval de bataille aujourd'hui, travailler, axer là-dessus. Tout ce que nous produisons aujourd'hui, c'est qu'on aura le label ISO 9001. Qui est peut-être un mot avec vous, monsieur le directeur, pour rappeler ce qu'est aussi ISO 9001, parce que c'est très important. ISO 9001, c'est une démarche qualité qui aboutit avec une certification. Donc nous avons commencé, ça fait 5 ans qu'on est dans la démarche de certification, parce qu'il y a différents processus et procédures à mettre en place. Donc dans une logique d'équipe, il faut tout formaliser. Donc là, on espère être certifié d'ici l'année prochaine, pour montrer que Tifaki Azi fait un travail de qualité qui est reconnu non seulement par nos clients, mais aussi par des acteurs extérieurs. Avec une reconnaissance, notamment ce trophée que vous avez obtenu en 2017. Ça, on imagine que si c'est une fierté, ce trophée obtenu lors des trophées Mahorais de l'économie sociale et solidaire. C'est une très grande fierté pour toute l'équipe. Hein. Ça récompense un peu ces années de travail, d'évolution. Ces dernières années, Tifaki Azi a pris beaucoup de volume, hein, a pris de l'ampleur. L'économie, on a beaucoup développé, on participe à développer beaucoup à l'économie mahoraise. Donc je pense que c'est une juste reconnaissance. Un dernier mot, comment vous voyez l'avenir dans les prochaines années? Encore plus de développement, peut-être créer aussi d'autres entreprises, se diversifier dans les secteurs d'intervention? Exactement, donc on a plein de projets en cours, hein, donc, qui vont être discutés prochainement au cours d'un séminaire qui va regrouper un peu les salariés et puis les administrateurs. Notamment, on pense à s'investir dans l'immobilier, à créer un centre de formation, à se mettre dans le transport. Donc, c'est des projets qui dans 3 semaines, vont être débattus pour pouvoir être mis en place rapidement. Ladji Abdou, merci beaucoup. Noé Passo, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on continuera à vous suivre avec d'autres reportages, notamment avec ce partenariat entre EWA, Air Austral et Tifaki Azi. Merci beaucoup. Merci. Les résultats de Mayops 2, la nouvelle route de la soie ou encore l'UDAF, toujours plus proche du Nexem. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 25 juin. Hier, Stéphane Jory de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer a présenté les résultats de Mayops 2, la deuxième mission d'observation et d'étude du volcan de Mayotte. Du 11 au 17 juin dernier, le Marion Dufresne est reparti à la recherche de plus de données sur le volcan et l'évolution des séismes constatés sur l'île. Il en ressort que les activités sismiques et volcaniques ne seraient pas forcément en connexion. Le 16 mai dernier, les ministres de l'Intérieur, des Outre-mer, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Transition écologique et solidaire avaient affirmé que la découverte de ce volcan permettait de mieux comprendre les séismes constatés sur l'île depuis 1 an. Une théorie qui prend aujourd'hui du plomb dans l'aile. On apprend par ailleurs que la taille du volcan n'a pas évolué, mais que les scientifiques ont découvert une nouvelle zone d'activité volcanique sous-marine située à environ 2,5 km au sud du premier volcan. Les instituts et la préfecture attendent désormais les résultats des différentes analyses. Abandonnée au XVe siècle à cause de la guerre turco-byzantine, la route de la soie a été reprise sous une nouvelle forme économique, politique, culturelle et idéologique sous l'égide de Xi Jinping, qui entend faire de ces routes le centre de gravité économique mondiale. Cette nouvelle route, qui passera entre autres par Mayotte, est à la fois un ensemble de liaisons maritimes, routières, aériennes et ferroviaires entre la Chine, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, en passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Pour notre île, c'est le développement d'une coopération interrégionale qui permettra au territoire de rayonner dans sa région. Pour Mayotte comme pour la France, il est opportun de jouer un rôle moteur dans ces nouvelles routes en favorisant le partage d'expériences et de méthodes. Rendez-vous donc dans 30 ans puisque le délai d'achèvement de tous les travaux est prévu en 2049.
Depuis 3 ans, l'Union départementale des associations familiales de Mayotte est adhérente du NECSEM. Il s'agit d'une organisation professionnelle d'employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire à but non lucratif. Elle représente 10 000 établissements et services dans lesquels s'impliquent au quotidien 300 000 salariés au service des personnes fragiles. Le président de l'UDAF Mayotte, Ali Nizari, a participé à l'Assemblée générale de l'organisation qui s'est tenue à Paris le 20 juin dernier. Il s'est d'ailleurs porté candidat pour intégrer les 24 membres du conseil d'administration et sa candidature a été validée par le bureau. Ali Nizari compte par ailleurs obtenir la mise en place d'une antenne locale. Il explique que si l'on prend l'exemple du Code du travail, l'expertise combinée à l'expérience du NECSEM apparaît capitale. Il ajoute que le fait d'intégrer le conseil d'administration s'est allé encore plus loin pour être au courant de toutes les évolutions statutaires. Et ce matin s'est tenue la conférence de presse de la course de pneus prévue ce samedi. Le parcours entre la MJC de Mtsapéré et la place Zakamadi à Mamoudzou devrait réunir près de 1000 participants de tout âge. Pour sa 36e édition, le thème de la course est la couleur avec comme slogan « Courez coloré ». Une course qui commence à s'exporter à l'international, comme en témoigne la première édition de la course de pneus d'Angers et les multiples éditions au Canada. Un sujet signé Paul Arthur Avit. Ce samedi se tiendra la 36e édition de l'emblématique course de pneus. Après Pamandzi, Tsamboro, Bambo-Est, Sada et Iloni, c'est au tour de la ville de Mamoudzou d'accueillir cette course intergénérationnelle. Au total, ce n'est pas moins de 500 enfants et 400 adultes qui vont prendre place sur le départ de la course. Une course qui se veut mythique à Mayotte. La course de pneus, c'est un monument, c'est un patrimonial, c'est l'histoire de Mayotte. La course de pneus, c'est le Grand Prix de Mayotte. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très grandiose, très important. C'est à partir de là que nous, Mayotte, s'inscrit aussi pour valoriser le développement, que ce soit touristique ou économique, à travers des actions comme celle-là. On pourra vendre Mayotte aussi à travers des actions comme celle-ci. Un moyen de vendre Mayotte à l'international qui fonctionne. Plusieurs courses de pneus ont déjà eu lieu au Canada ou encore à Angers où la première édition s'est tenue le 22 mai. Cette année, le thème de la course est « Courez coloré ». Le thème cette année, c'est Courez coloré. L'idée, c'est qu'on puisse arriver avec plein de couleurs, soit sur les pneus, soit sur les bâtons ou soit sur la figure. Pour cela, il y aura des stands au départ à la MJC d'Mtsapéré pour ceux qui veulent se déguiser en direct. Cette année, on aura aussi la présence de Miss Prestige qui sera présent avec une équipe et on aura le retour des 5 Schumacher qui est une équipe mythique de la course de pneus. Les 5 Schumacher qui avaient établi un record du tour inégalé jusqu'à présent, Sidi Nadjayeddine invite tous les Mahorais à prendre part à cet événement. Je fais appel à tout un chacun, à tous les Mahorais qui veulent s'amuser de venir à Mamoudzou pour montrer la force et la participation de ce pays, de cette course en pleine couleur. La course commencera samedi à 14 h pour le départ des plus petits et sera suivie par le départ des adultes à 15 h. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.